Bienvenue sur Criminal Geheimnis, je suis votre hôte, Léo. C'est incroyable de voir cette communauté grandir. Laissez un commentaire et partagez votre position. Vos messages me font toujours sourire. J'ai vraiment plaisir à les lire. Et maintenant, entrons dans le mystère. C'est par une de ces soirées sombres et venteuses du début novembre que l'affaire se fit connaître pour la première fois. Non pas par le bruit des coups de feu ou le cri d'un messager affolé, mais par le tic-tac discret d'une horloge de voiture française déglinguée. Le vent hurlait sur Baker Street, tel un deuilleur vêtu de noir, faisant trembler les fenêtres et enveloppant notre salon d'une cadence lugubre qui semblait provenir du cœur même de Londres. Sherlock Holmes était devant l'âtre, les jambes croisées, sa pipe laissant échapper un filet de fumée irrégulier qui se mêlait à la lumière du gaz en d'étranges serpentines. Il n'avait pas parlé depuis près d'une heure, plongé dans cette étrange fugue contemplative qui le saisissait, souvent lorsque le monde, à son avis, allait trop lentement à son goût. « Watson, » dit-il soudainement, « vous êtes perplexe devant la marque sur le coin de cette enveloppe. » Je sursautai car j'étais en effet en train d'examiner une curieuse correspondance laissée sur notre cheminée. Une enveloppe sans sceau, seulement une tache de cire rouge, masquée par une trace diagonale comme si l'expéditeur l'avait essuyée à la hâte avant que la cire ne refroidisse. J'avoue que je trouve ça étrange. J'admis. Pourquoi effacer un sceau et plus curieusement, pourquoi le remettre en main propre à cette heure-ci? Holmes tourna son regard perçant vers moi. L'enveloppe, bien que simple, est de fabrication bohémienne. La cire est incrustée de traces de suie, probablement celle d'une lampe à pétrole, ce qui suggère qu'elle a été scellée dans un endroit mal aéré. L'écriture est intentionnelle, quoique légèrement inclinée vers la gauche, ce qui indique qu'il s'agit d'un droitier masquant son écriture. Et si je ne me trompe, l'horloger de Vine Street est à l'origine de ce mystère nocturne. J'étais sur le point de poser des questions plus approfondies lorsque Madame Hudson elle-même entra, portant un plateau en argent sur lequel se trouvait une deuxième enveloppe, celle-ci impeccable, de couleur crème, avec un gaufrage officiel au dos. « Un message vient d'arriver, messieurs, » dit-elle. Il a été délivré par un jeune homme qui a refusé de donner son nom. Il semblait plutôt pressé. Holmes accepta le billet sans commentaire, l'ouvrant avec la pointe de son canif. Il le parcourut rapidement du regard et haussa légèrement les sourcils. « Eh bien, Watson, » dit-il en se levant et en enfilant son pardessus avec l'air d'un homme qui attendait précisément ce moment. « Il semble que le paradoxe ait commencé. » Quel paradoxe? Celle qui commence avec un homme vu en train de fermer sa boutique à 10 heures précises, puis découvert mort à l'intérieur moins de 15 minutes plus tard. La porte toujours verrouillée de l'intérieur et toutes les horloges de la pièce réglées sur une heure différente. Le crime qui a défié le temps. Lorsque nous atteignîmes Vine Street, la tempête s'était intensifiée. Les réverbères à gaz vacillaient en signe de protestation et le brouillard s'enroulait comme une masse vivante dans les ruelles étroites. L'inspecteur Lestrade se tenait sous l'auvent de Leclerc & Fils, horloger au goût raffiné. La silhouette courbée contre le vent, le col relevé, la moustache mouillée de buée. « Bonsoir, monsieur Holmes. »« Docteur, » nous salua-t-il vivement, « j'ai pensé que cela pourrait piquer votre curiosité. »« C'est ce que j'ai déduit, » répondit Holmes, les yeux balayant déjà la devanture du magasin qui portait les signes indubitables du vieillissement. Des lettres dorées qui s'écaillaient, une fine poussière coincée entre les lattes et une enseigne légèrement tordue qui résonnait contre le bord de l'auvent. Lestrade nous fit franchir l'entrée latérale, où un agent nous fit signe d'entrer. L'intérieur du magasin était faiblement éclairé par un unique bec de gaz et la lueur orangée d'un poêle à charbon au fond du mur. Des dizaines d'horloges de toutes marques et de tout modèle bordèrent la pièce. Horloges de parquet, montres de poche dans des écrins de velours, minuscules pendules suisses, toutes parfaitement immobiles, à l'exception d'une seule. Une grande horloge en acajou, dans un coin, dont le tic-tac était d'une irrégularité exaspérante.
Le regard de Holmes parcourut toute la scène d'un seul coup d'œil avant de se poser sur le corps. Gaspard Leclerc, le propriétaire et dernier de sa lignée, gisait affalé derrière, le comptoir vitré, les yeux écarquillés de stupeur. Une légère contusion marquait sa tempe, mais aucune arme n'était visible. La porte était verrouillée de l'intérieur, expliqua Lestrade. Aucun signe d'effraction. Toutes les fenêtres étaient fermées. Nous avons dû forcer le loquet arrière pour entrer. Holmes hocha la tête. Et les horloges, c'est le plus étrange. Chacune d'elles indique une heure différente, aucune n'étant exacte. Nous en avons compté 14, toutes plus ou moins erronées. Holmes s'accroupit près du corps et souleva doucement le poignet de Leclerc. « Encore chaud », murmura-t-il. « Mort depuis moins d'une heure, probablement moins. Et pourtant, vous avez dit qu'il avait été vu en train de fermer à clé à 10 heures. Oui, par un cocher dehors. On a trouvé un reçu d'un pub en face. Il avait acheté un biscuit au thé et au citron à 9h30. Holmes jeta un coup d'œil vers le poêle. Cette bouilloire est chaude, et la tasse de thé à côté n'a pas été bue. Interrompu alors. Il se déplaçait tel un fantôme dans l'espace, s'arrêtant devant le tic-tac de l'horloge. Retirant une paire de gants, il plongea la main à l'intérieur et ajusta les aiguilles. Mais l'aiguille des minutes tourna d'elle-même. « Un mécanisme trafiqué », dit-il doucement. « Ingénieux. Watson, remarquez l'odeur d'huile dans l'air, quelque chose de plus lourd que du lubrifiant horloger. J'ai reniflé puis toussé. De la térébenthine, peut-être, ou quelque chose conçu pour masquer une autre odeur. » Holmes se tenait maintenant au-dessus d'un petit bureau où se trouvait un carnet ouvert, le stylo cassé en deux. « Qu'en penses-tu, Lestrade ?» L'inspecteur plissa les yeux. « On dirait qu'il a cassé le stylo. » Holmes tint les moitiés brisées à la lumière. « Non. Celle-ci a été cassée par quelqu'un d'autre. L'encre a été projetée vers l'extérieur, comme lors d'une lutte. Et ceci, il désigna une tache dans un coin de la page. Pas d'encre. Du graphite, peut-être. Et pourtant pas de crayon à proximité. » Ses yeux se rétrécirent. « Il va falloir retrouver l'apprenti de M. Leclerc. Avez-vous un nom ?» Lestrade consulta son carnet. « Julian Hargreaves, 24. Sansoum vit seul dans une chambre au-dessus du magasin. Absent quand nous avons appelé. Alors localisez-le, dit Holmes sèchement. Immédiatement. La première énigme commence alors que nous retournions dans la pénombre du soir. Je me tournai vers Holmes complètement déconcerté. « Vous soupçonnez que les horloges ont été trafiquées pour masquer l'heure du décès ? Non, mon cher Watson. La falsification n'a pas pour but de dissimuler mais d'esmoquer. On nous présente un puzzle en pleine effervescence théâtrale. Et la porte verrouillée. Ah ça, dit Holmes avec un sourire ironique, c'est la partie la plus simple de tout. Ou ça le sera, une fois que nous saurons ce qui c'est. Pas assez manquant de la pièce. Manquant ? En effet. Car rien n'est plus révélateur que ce qui devrait être présent, mais qui ne l'est pas. Le jeu est lancé, Watson, et le paradoxe ne fait que commencer. Le lendemain matin, une bruine maussade broussaillait la lumière des réverbères et transformait les rues pavées de Londres en un patchwork de pierres scintillantes. Pourtant, Holmes semblait revigoré, impatient même, tandis que nous attendions l'arrivée de l'inspecteur Lestrade, porteur de nouvelles de Julian Hargreaves, l'insaisissable apprenti. « Je n'exige pas que Hargreaves avoue, » dit Holmes vivement. En pliant l'édition du matin de Le Timeset, je l'ai mis de côté. « J'exige simplement qu'il existe, sous la pression des preuves, et non du soupçon. Vous le soupçonnez alors ? Je soupçonne Ryan Watson. J'observe. L'absence du garçon n'est pas une faute, c'est simplement un fait. Mais les faits, vous vous en souviendrez, sont les briques de la déduction. Notre mortier, comme toujours, est le mobile. Madame Hudson entra juste à ce moment-là avec un télégramme sur un plateau, la bouche pincée par la curiosité contenue d'une femme bien habituée aux affaires de Holmes, mais à jamais exclue de leur profondeur. Holmes s'en empara. « De Lestrade, murmura-t-il après lecture. Ils ont retrouvé notre monsieur Hargreaves.
à Camden Town, chez sa tante. Il prétend y avoir passé toute la soirée, une affirmation qui, bien que non corroborée, paraît étrangement insistante. « Ah, on va le voir ?» Holmes se leva et s'étira. « Non, il viendra à nous. » Une interview nerveuse à midi, Julian Hargreaves arriva au 221B Baker Street en compagnie d'un jeune agent de police. De corpulence moyenne, pâle, il avait les yeux sombres et nerveux et les mains agitées d'un homme peu habitué à l'observation. Bien qu'il s'inclinât en entrant, il le fit avec une vive hésitation, comme s'il se demandait s'il était salué ou jugé. « Monsieur Hargreaves, » dit Holmes sans préambule, faisant signe au jeune homme de s'asseoir, « votre employeur est mort. Son magasin est fermé à clé. Ses horloges sont curieusement douteuses. Et vous étiez absent par hasard. Dites-moi, trouvez-vous le temps d'être un compagnon digne de confiance ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur, balbutia Hargreaves. Je n'étais pas là hier soir, je le jure. J'étais allé dîner chez ma tante, elle vous le confirmera. Vraiment ? Alors peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi vos bottes, que j'ai remarquées sous le porte-manteau, portent une trace d'argile rouge brique comme on n'en trouve que près de Vine Street ? Le visage du jeune homme blêmit. Ça devait être tout à l'heure. Je suis passé cet après-midi juste pour récupérer un outil que j'avais oublié. Quel outil ? Hargreaves marqua une pause. Une petite lime d'accordage. Monsieur Leclerc ne m'a pas laissé la garder chez moi. L'expression de Holmes ne changea pas. Vous mentez, monsieur Hargreaves. Mal. Vous n'êtes pas revenu chercher un outil. Vous êtes revenu parce qu'on vous avait convoqué. Vous avez vu Leclerc vivant. Vous avez discuté. Puis vous avez pris la fuite. Je ne l'ai pas tué. Holmes leva un doigt. Je n'ai pas dit que vous l'aviez fait, mais vous en savez plus que vous ne le dites. Et si vous continuez ainsi, je serai obligé de supposer que votre silence vise à protéger les coupables, et non vous-même. Le sang-froid de l'apprenti se brisa alors. Il se pencha en avant, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Très bien, je vais te le dire. J'étais là. À 10 heures. Il m'avait laissé un mot, juste un bout de papier dans le tiroir du haut. Il m'avait dit de venir après la fermeture, mais de ne pas frapper. Il m'avait dit que la porte serait ouverte. Et c'était le cas. » Hargreaves hocha la tête. « Oui, monsieur. Déverrouillé. Il m'a retrouvé à l'arrière et m'a laissé entrer. Il m'a dit qu'il voulait me parler d'une offre d'emploi, qu'il prenait sa retraite et voulait que je reprenne le magasin. C'est gentil de sa part, » murmura Holmes. « Vas-y. Eh bien, j'ai trouvé ça bizarre, monsieur. Il avait un comportement étrange. Il disait que la situation n'était plus sûre. Il disait que le temps était indigne de confiance. Il m'a donné un colis et m'a dit de le cacher. Puis il m'a renvoyé. Qu'y avait-il dans le colis ? Hargreaves déglutit difficilement. 3 montres, toutes différentes, mais anciennes, ornées, gravées comme des objets de famille. Il n'a pas précisé leur provenance, mais seulement qu'elles étaient dangereuses si elles étaient conservées ensemble. Holmes et moi avons échangé un regard. « Avez-vous toujours les montres ?» demanda Holmes calme mais enthousiaste. Le jeune homme hésita encore, puis fouilla dans sa sacoche. Enveloppé de velours et de papier, il en sortit un petit paquet. Holmes le prit avec précaution et examina chaque montre comme s'il inspectait les reliques d'un tombeau antique. La première était une montre de poche en or au cadran fissuré et sans aiguille des minutes. La seconde, un modèle à boîtier savonnette en argent, sonnait doucement lorsqu'on la déplaçait. La troisième était particulièrement insolite, un boîtier en émail noir sans aucun chiffre, avec seulement une ligne argentée tournant lentement sur son axe. Holmes leva le troisième à la lumière, curieux. Pas de marquage, pas de main, juste l'illusion d'un mouvement. « C'est un faux ?» ai-je demandé. « Non, bien au contraire. C'est un message. Les secrets de l'acier et du temps après. » Le départ de Hargreaves sous la surveillance de l'estrade, Holmes lui avait ordonné de ne pas quitter la ville. Nous sommes restés assis en silence. Holmes a posé les montres devant lui sur la table et les a regardées avec une concentration intense. « Watson, » dit-il lentement, « que penses-tu d'un homme qui règle toutes les montres en sa possession à la mauvaise heure, sauf une ?
qu'il essaie de nous embrouiller. Plus que cela, il envoie un signal. Les horloges ne sont pas de simples ornements. Pour Leclerc, elles étaient un langage, un système parfait d'ordre, de symétrie et de contrôle. Déformer ce système si délibérément, il s'interrompit, puis se leva brusquement, et récupéra un volume poussiéreux sur l'étagère derrière lui. La chronométrie et ses mécontentements, je lis sur la tranche. En feuilletant le livre, Holmes s'arrêta sur une page et la tapota. Il existe un phénomène connu parmi les horlogers sous le nom de chronodéviation, le subtil calibrage des horloges pour refléter des principes abstraits, la culpabilité, le secret et même la mémoire. C'est absurde en termes scientifiques, mais symboliquement, tu penses que les montres signifient quelque chose. Je pense qu'ils désignent quelqu'un. Il se dirigea vers le foyer et resta silencieux un moment avant de parler à nouveau. « Watson, tu te souviens du bleu sur la tempe de Leclerc ?»« Oui. » C'était rond, précis. Non pas la marque d'une lutte, mais celle d'un impact, comme celle laissée par le bord arrondi d'un cylindre en laiton. « Une clé d'horloge ?» ai-je deviné. « Exactement. Mais aucune des horloges de cette pièce ne nécessite de clé de ce type, ce qui signifie qu'il a été frappé avec une clé d'indifférente horloge, une qui n'est pas du tout dans la pièce. Mon esprit s'est embrouillé. Alors le tueur a apporté sa propre clé? Oui, et peut-être leur propre horloge. Une lettre du passé ce soir-là, alors que Holmes était plongé dans ses études, un télégramme arriva. Il provenait d'un notaire nommé Edward Blakewell, qui prétendait représenter la succession d'un certain Frederick Halberd, horloger décédé, anciennement associé à Leclerc. Je l'ai lu à haute voix. « Monsieur Holmes, je vous prie instamment de venir à mon bureau au sujet de l'affaire Leclerc. L'affaire concerne un héritage scellé, un objet disparu et une série de montres liées à d'anciennes procédures pénales. Venez immédiatement. E. Blakewell, Lincoln's Inn. » Holmes sourit faiblement. « Les engrenages commencent à tourner, Watson. Croyez-vous que cette hallebarde était impliquée? Les morts agissent rarement, mais leurs arrangements, oui. Venez, nous avons un notaire à visiter, et peut-être une très vieille dette à déterrer. » Notre trajet jusqu'à Lincoln's Inn se déroula en silence, à l'exception du fracas assourdi du fiacre qui sillonnait les rues bruineuses de Londres. Holmes, recroquevillé dans le col de son pardessus, gardait le regard fixé sur la vitre embuée, les doigts croisés et immobiles. Je voyais à son immobilité que son esprit tournait à toute vitesse, aussi précis et implacable que les rouages d'une des précieuses horloges de Leclerc. À notre arrivée au 6 Bell Yard, le cabinet Blakewell & Innis se présentait comme une modeste institution. Pas de colonne imposante ni de sol en marbre, juste une plaque de laiton impeccable et une étroite porte en bois qui grinçait avec une discrétion juridique. À l'intérieur, un employé décharné nous conduisit, passant devant des dossiers poussiéreux et des bureaux exigus, jusqu'à une pièce où flottait une légère odeur de tabac et de vieux vélin. Là, nous avons été reçus par M. Edward Blakewell lui-même, un petit homme à la tête bombée, portant des lunettes pince-nez et l'air prudent de quelqu'un qui connaît bien l'équilibre délicat des secrets. « Monsieur Holmes, Dr. Watson, merci d'avoir répondu si rapidement. Veuillez vous asseoir. » Holmes s'assit et regarda l'avocat, avec une intensité qui fit bouger le pauvre homme sur sa chaise. « Vous avez parlé d'un héritage scellé, Monsieur Blakewell, un héritage lié à Gaspard Leclerc et à un associé décédé, Frederick Halberd. »« Oui, tout à fait. Une affaire des plus singulières, » répondit Blakewell en joignant les mains. « Cela remonte à près de 18 ans. En 1882, quand même, Halberd et Leclerc étaient associés comme horlogers, exceptionnellement compétents quoique solitaires. Ils concevaient non seulement des garde-temps, mais aussi des serrures mécaniques et des dispositifs chronométriques spécialisés, dont certains ont trouvé leur place dans des collections privées et des contrats gouvernementaux. « Continuez, » dit Holmes. « Eh bien, en 1886, le partenariat fut dissous dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, Halberd prit sa retraite pour cause de maladie et s'installa dans une petite propriété du Gloucestershire
où il vécut tranquillement jusqu'à sa mort, il y a 2 ans. Cependant, Blakewell se pencha en avant, son testament contenait une clause scellée, un codicille à ouvrir uniquement au décès de Gaspard Leclerc et uniquement en présence d'un objet précis, une montre en émail noir sans chiffre visible. Je me redressai brusquement. La même montre qu'Holmes a examinée hier? Exactement le même, murmura Holmes, les yeux brillants. Blakewell hocha la tête. Albert me l'a confié, avec la stricte instruction de ne jamais l'activer. Il a dit que je n'ouvrirais le codicille que si je le retrouvais après la mort de Leclerc, et que je vous le présentais, monsieur Holmes. Holmes se rassit, les doigts serrés. Que craignait Albert, monsieur Blakewell? Je ne sais pas, mais je pense que nous sommes sur le point de l'apprendre. Il déverrouilla un tiroir latéral, en sortit une enveloppe scellée marquée à ouvrir en présence de monsieur Sherlock Holmes et a produit la montre en émail noir à partir d'une boîte doublée de velours. Holmes posa la montre sur la table. Elle émit un léger bourdonnement, presque imperceptible, une vibration surnaturelle, comme si le mécanisme interne ne tic-tac pas, mais murmurait. Au moment où Blakewell brisa la cire et en déplia le contenu, Holmes se pencha en avant, comme un homme regardant à travers un voile. La lettre était brève. À qui cela peut concerner? Si ce message trouve la lumière, alors je disparais, et Gaspard aussi. Ce que nous avons construit n'était pas destiné à perdurer. Le modèle, connu sous le nom de moteur Concordia, un mécanisme temporel d'une complexité inégalée, ne doit jamais être assemblé dans son intégralité. Chacun de ces 3 garde-temps était censé abriter un segment du code maître. Réunis et remontés correctement, il déverrouille non seulement le coffre de Dunmer House, mais aussi les secrets qu'il renferme. Des secrets pour lesquels des hommes ont jadis tué. Si Gaspard est mort, tout a recommencé. Détruisez les montres. Feu hallebarde. Un silence s'abattit sur la pièce. Au nom de Dieu, qu'est-ce qu'un moteur Concordia? Ai-je demandé. Holmes parlait à voix basse. Un mythe parmi les ingénieurs chronométreurs. Une construction théorique. 3 garde-temps imbriqués. Calibrés avec une telle précision qu'une fois synchronisés, il pouvait activer un mécanisme de verrouillage d'une sophistication inégalée. Plus une légende qu'une réalité. Et pourtant, dis-je en regardant les montres, il semble qu'il ait existé. En effet. Et maintenant que Leclerc est mort, quelqu'un a l'intention de le terminer. Blakewell s'éclaircit la gorge. « Vous avez mentionné Dunmer House? Oui, dit Holmes. Le connaissez-vous? Oui, oui, répondit Blakewell d'un ton sombre. C'est, ou c'était, une propriété rurale dans le Surrey, autrefois propriété d'un certain Alaric Dunmer, disparu en 1874. Des rumeurs de trahison circulaient. La propriété a été scellée par la couronne dans des circonstances ambiguës. Depuis, elle est inhabitée. « Alors nous devons y aller, dit Holmes en se levant. « Dans quel but ?» demandai-je. « Pour détruire les montres, découvrir qui cherche à les réunir, et pourquoi. » Holmes ramassa les 3 montres et les rangea dans une poche intérieure. Quelqu'un savait que Leclerc était mort avant qu'elle ne survienne. Quelqu'un qui craignait ou désirait ce que lui et Albert avaient enterré. Le paradoxe ne réside pas dans les horloges, Watson, mais dans le temps lui-même. Un interlude dans le brouillard. Nous sommes retournés à Baker Street sous un ciel menaçant, l'esprit chargé de questions. Holmes arpenta la pièce pendant près d'1 heure, les yeux fixés sur le parquet, comme à la recherche de motifs invisibles pour nous tous. Finalement, il marqua une pause et se tourna vers moi. « Watson, pourrais-tu récupérer la carte du Surrey dans l'armoire ?» J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il l'a étalée sur la table, lissant soigneusement les plis. Puis, avec un crayon bien taillé, il a marqué 3 points. Vine Street, Lincoln's Inn et un endroit dans le sud rural, marqué Sud rural, Maison Dunmer. Un alignement triangulaire, murmura-t-il. Pas précis, mais suggestif. Quelqu'un s'est déplacé entre ces lieux avec un but précis. À ce moment-là,
un coup frappa à la porte et interrompit nos pensées. Lestrade entra l'air inhabituellement grave. « Nous avons trouvé quelque chose dans les effets personnels de Leclerc, dit-il. Une lettre adressée à Julian Hargreaves, cachetée la semaine dernière, mais jamais envoyée. Voulez-vous la voir ?» Holmes prit la lettre et la déplia. Son contenu était bref. « Julian brûle les montres. J'ai bien peur que ça ait commencé. Quelqu'un est venu me poser des questions sur Albert. Il prétendait être antiquaire. Mais il en savait trop. S'il m'arrive quelque chose, va voir Holmes. Parle-lui du deuxième jeu. Et surtout, ne touche jamais à la montre noire. Gaspard. Deuxième c'est ?» répétai-je. La voix de Holmes se réduisit à un murmure. « Il y a une autre locomotive Concordia. »« Deux ?» s'exclama Lestrade. « Pourquoi en ferait-il deux ?»« Pour garantir l'échec, » répondit Holmes. « Une fausse piste, un leurre, une authentique, une imitation. Mais pour ceux qui ne le savent pas, les deux détiennent le pouvoir. La question est, lequel choisir, nous prise. L'homme en gris ce soir-là, Holmes insista pour que nous visitions Dunmere House dès l'aube. Mais avant que nous puissions procéder au dernier préparatif, un autre télégramme arriva anonyme. « Vous vous mêlez de choses irréparables. Renvoyez les montres, ou vous subirez le même sort que l'horloger. » Holmes le regarda avec une satisfaction silencieuse. « Ils nous observent, dit-il. »« Bien, laisse-les faire. »« Mais comment savent-ils où nous sommes ? Parce que, dit Holmes en récupérant son manteau, nous avons affaire à quelqu'un qui vit dans l'ombre, mais qui attache de l'importance à la précision. Ils ont toujours une longueur d'avance, car ils agissent non pas en fonction du temps, mais du timing. Et ce soir, Watson, j'ai bien l'intention de leur voler cette longueur. » Il se retourna, les yeux perçants. « Venez, nous partons pour le Surrey à l'aube. Nous avons quitté Londres sous un ciel couleur d'étain, le soleil pâle dissimulé derrière des nuages bas. Le voyage jusqu'au Surrey fut long et sans incident, hormis le silence complet de Holmes, rompu une seule fois par un murmure. « Observe le rythme de la campagne, Watson. Même les arbres penchent légèrement vers l'est, comme s'ils étaient conscients de l'attraction du temps. » Lorsque nous arrivâmes enfin près de Dunmere House, l'atmosphère semblait chargée d'une tension étrange, d'une sorte d'attente haletante. La voiture nous déposa au bord d'une étroite allée envahie par la végétation, traversant des arbres squelettiques jusqu'au domaine abandonné, enveloppé de lierre rampant et de brouillard. La maison elle-même surgissait de la brume, tel un monument oublié. Fenêtres obscurcies, volets affaissés, le grand portique flanqué de lions de pierre couverts de mousse, dont les visages grondants s'étaient transformés en expressions endormies. « Dunmere House » annonça Holmes en levant les yeux vers la structure. « Où est-ce qu'il en reste ? Qu'espérons-nous trouver ici ?» demandai-je en franchissant les grilles de fer. « Des réponses, si nous avons de la chance, » dit Holmes. « Une confrontation, sinon. » La porte d'entrée, bien que vieillie et déformée par le temps, céda avec une facilité surprenante aux efforts de Holmes. Les gonds grinçaient comme un objet réticent à livrer ses secrets. À l'intérieur, l'air était lourd et humide. La poussière recouvrait toutes les surfaces. Le silence était absolu, rompu seulement par le bruit de nos pas résonnant sur le carrelage de marbre du hall d'entrée. Nous avons exploré prudemment, traversant des pièces majestueuses mais délabrées. Un salon autrefois opulent, désormais drapé de drap blanc. Une bibliothèque dont les étagères s'affaissaient sous les livres oubliés. Une véranda aux vitres brisées et au sol en pierre envahi par le lierre. Aucun signe d'habitation récente, aucune bougie, aucune trace de pas dans l'épaisse poussière. Et puis Holmes s'arrêta au pied d'un large escalier, inclinant la tête. « Tu entends ça, Watson ?» Je m'arrêtai, tendant l'oreille. Au début, je n'entendis rien, puis faiblement, sous le silence de la maison, un bruit retentit, un cliquetis rythmique, mécanique et délibéré. « Une horloge ?» dis-je. En effet. Mais pas un qui appartienne à cette maison. C'est précision. Ce qui veut dire que quelqu'un est venu ici, et récemment, il monta rapidement l'escalier, s'arrêtant brièvement à chaque palier.
Arrivés en haut, nous suivions le tic-tac dans un couloir jusqu'à une porte entr'ouverte. Holmes la poussa et pénétra dans une pièce qui semblait intacte. Contrairement au reste de la maison, cette pièce était propre, ordonnée et visiblement utilisée. Un petit bureau était posé sous une fenêtre à rideaux. Une lampe récemment éteinte dégageait encore une lueur chaleureuse. Et sur le bureau encastré dans une vitre se trouvait une grande horloge mécanique dont les rouages tournaient avec une précision hypnotique. Plus curieux encore était ce qui se trouvait à côté, un ensemble de plans, enroulés étroitement et fixés avec un ruban de soie. Holmes les ouvrit avec précaution. « La locomotive Concordia », murmura-t-il. « L'original. Alors, celui que nous possédons ?»« Peut-être encore authentique », répondit Holmes, les yeux scrutants. « Le parchemin. Ou simplement un dessin en miroir. Mais ces schémas ne se limitent pas à la chronologie. Ils décrivent un coffre-fort. Un coffre-fort mécanique scellé par une triple coordination temporelle. Fascinant. Sa voix s'est interrompue. J'ai regardé autour de moi, mal à l'aise. Ça ne me semble pas normal, Holmes. Quelqu'un a séjourné ici. Tout à fait, dit Holmes en refermant les plans. Et je suppose qu'ils ne sont pas loin. Comme si elle avait été appelée par ces mots, une ombre traversa le couloir au-delà de la porte. Holmes releva brusquement la tête. « Restez derrière moi. » Il entra silencieusement dans le couloir. Je le suivis, le cœur battant. Nous avons tourné le coin juste à temps pour voir la queue d'un long manteau gris disparaître au bout du couloir. « Arrêtez !» cria Holmes en se lançant dans un sprint. Nous nous sommes lancés à sa poursuite, à travers la maison en ruine, par d'étroits couloirs de service et des escaliers tortueux. L'homme en gris, grand et rapide, restait toujours hors de portée. Il s'est précipité à travers la cuisine délabrée et a trouvé un couloir latéral. À un moment, il a lancé quelque chose derrière lui, un disque métallique qui s'est brisé contre le mur dans un nuage de fumée et d'étincelles. « Restez bas !» cria Holmes en se protégeant le visage. La fumée s'est rapidement dissipée, mais l'homme avait disparu. Nous avons fouillé la maison de fond en comble, mais n'avons trouvé aucune trace de lui. C'était comme s'il s'était dissous dans... Les murs. Holmes se tenait à la porte arrière, respirant difficilement. « Il connaît cet endroit, » murmura-t-il. « Il le connaît par cœur. On nous surveillait dès notre arrivée. Tu as vu son visage? Non, mais j'ai vu ses mains, gantées, mais fines. À droite, des mains d'horloger. Le secret de la cave après s'être remis. De la chasse, Holmes insista pour que nous examinions les fondations de la maison. On ne construit jamais de caveaux dans les salons, dit-il. On les enfouit comme des secrets. Dans la cave, parmi les casiers à vin cassés et les outils rouillés, nous avons découvert une alcôve murée au contour particulier, rectangulaire, aux bords lisses et de couleurs contrastant avec le reste de la maçonnerie. Holmes l'a parcouru du doigt. « Récemment modifié, dit-il. Tu as ton revolver, Watson. Je le lui ai donné sans poser de questions. » Holmes frappa la brique avec sa crosse. Au 5e coup, le son changea. Un son creux. Avec effort, il ouvrit la brique, révélant une étroite cavité. À l'intérieur se trouvait une boîte, de la taille d'une boîte à chaussures, en bois sombre, surmontée d'un cadran en laiton. Pas de trou de serrure, ai-je observé. Non, dit Holmes, parce que le cadran est la clé. Il fouilla. Dans son manteau et en sortit les 3 montres que nous avions récupérées chez Hargreaves. Chaque montre contient un segment du code, murmura-t-il. Si l'on en croit la lettre d'Albert, une fois remontée et réglée correctement, avec une précision que je pouvais à peine suivre, il disposa les 3 montres en triangle sur le sol de la cave. La montre de poche en fort à midi, celle en argent à 4 et celle en émail noir à 8. Holmes ajusta soigneusement chaque aiguille, en se référant au plan trouvé à l'étage. Une fois la dernière aiguille réglée, il referma la montre noire et un clic retentit dans le boîtier en bois. Le cadran en laiton tourna une fois et s'ouvrit brusquement. À l'intérieur se trouvaient des piles de documents,
soigneusement pliées. En dessous, de petites pochettes en velours contenant des engrenages miniatures, des bijoux et des filaments de cuivre gravés. Holmes feuilleta les papiers avec une intensité croissante. Des schémas, des registres, des noms, et de la correspondance entre Leclerc, Albert et quelqu'un se faisant appeler Faucon Pèlerin. Qui est-il? Les yeux de Holmes se plissèrent. Inconnu. Mais il semble avoir financé leur travail. Et puis disparu. J'ai vu ses doigts s'arrêter sur une lettre. Si nous divisons le moteur, Gaspard, chacun de nous devra porter le fardeau de ses secrets. La clé n'est pas seulement temporelle, elle est humaine, mémoire, culpabilité, regret. Le code final ne se révélera que lorsque les 3 pièces se souviendront de qui elles sont. P. Un code qui se souvient, murmura Holmes. Brillant, terrifiant. Il se leva et prit les lettres. Nous devons retourner à Londres immédiatement. Pour affronter Hargreaves, pour déjouer Peregrine, qui qu'il soit, il a déjà 2 longueurs d'avance. Mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas, un esprit libéré de toute mémoire. Le tic-tac de la guerre alors que nous quittions Dunmere House, Holmes se retourna pour un dernier regard. Il n'a jamais été question d'héritage, Watson, pas au sens juridique du terme. Et alors, il avait l'air sombre. Il s'agit de possession, de savoir, de pouvoir et de temps lui-même, et de temps. Alors que le brouillard engloutissait la maison derrière nous, le tic-tac des montres dans la poche de Holmes semblait devenir plus fort, comme des tambours lointains comptant à rebours. Le retour à Baker Street fut rapide, mais solennel. Holmes, assis raide dans le fiacre, les yeux fixés sur un point invisible, l'esprit s'activant à toute vitesse dans des calculs et des déductions d'un genre indéchiffrable. Les 3 montres étaient enveloppées dans un mouchoir de soie et rangées dans la poche intérieure de son manteau, comme s'il ne s'agissait pas de simples montres, mais d'instruments volatiles susceptibles d'exploser, en cas de manipulation. Imprudente. Nous sommes arrivés à notre logement juste après le coucher du soleil. Un brouillard épais et impénétrable s'abattait sur les vitres, comme si Londres elle-même retenait son souffle. « Watson », dit Holmes une fois que nous fûmes de nouveau assis dans notre bureau. « Nous devons rassembler les esprits qui ont construit le moteur. Tu parles de Leclerc et Albert, mais ils sont tous les 2 morts. »« Oui », répondit calmement Holmes. « C'est précisément pourquoi nous devons porter notre attention sur leurs ombres survivantes. » Il se leva et récupéra la correspondance que nous avions découverte à Dunmere House, sélectionnant 3 lettres dans la pile, chacune signée non pas d'un nom complet, mais d'une seule initiale, P. Peregrine, murmurai-je. Mais ce pourrait être un faux nom. Précisément, dit Holmes, et pourtant cohérent. Il fait référence à la clé de la mémoire humaine dans chacune de ces 3 lettres. Cette formulation est trop personnelle, trop délibérée. Réfléchissez, Watson. La conception du moteur Concordia ne repose pas uniquement sur l'ingénierie, mais aussi sur la psychologie. L'émotion est codée dans la fonction. Le regret influence l'étalonnage. Comme si le mécanisme réagissait à l'état d'esprit de son propriétaire. Un moteur alimenté par la mémoire, demandai-je, c'est à la limite du métaphysique. Et pourtant ce n'est pas une théorie inédite, répondit Holmes. Leclerc et Albert étaient des artisans de l'ancien monde. Pour eux, l'horlogerie était un art sacré, un moyen de traduire la faillibilité humaine en permanence mécanique. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais qui le pourrait utiliser une telle création. Il tira une feuille de papier vers lui et commença à griffonner des noms. Énumérons ceux qui ont touché cette machine. Leclerc, Albert, Hargreaves, Peregrine, et peut-être l'homme en gris. Je me suis penché plus près. Tu crois que Peregrine et l'homme en gris sont une seule et même personne? Holmes secoua la tête. Peregrine était un mécène, un orchestrateur. L'homme en gris est un exécuteur testamentaire, un technicien, peut-être même un tueur. Mais c'est Hargreaves qui reste le plus accessible, et je le soupçonne le plus tourmenté. Un visiteur inattendu peu après, nos pensées furent interrompues par l'arrivée de l'homme dont Holmes avait parlé. Julian Hargreaves se tenait
Sur le seuil du 221B Baker Street, trempé par la pluie, les yeux rouges et tremblants d'un poids intérieur qu'il ne pouvait plus supporter. « J'ai besoin de te parler, » dit-il, en privé. Holmes lui fit signe d'entrer sans un mot. Je pris son manteau, encore trempé, et le guidai jusqu'à l'âtre. « J'ai menti, » dit-il après une longue pause, se réchauffant les mains près du feu. Ce soir-là, au magasin, je n'ai pas seulement parlé à Leclerc. J'ai vu quelqu'un d'autre, quelqu'un déjà là. Holmes se redressa. « Vas-y. » C'était un homme, murmura Hargreaves. Grand, manteau gris, gants. Il se tenait dans l'ombre, près de l'horloge de parquet. Monsieur Leclerc ne semblait même pas surpris, juste effrayé. Il me donna les montres, paniqué, et me dit de partir. Mais en sortant, j'entendis l'homme dire « Tu as encore l'autre jeu, Gaspard. Donne-moi la clé. » Le regard de Holmes s'aiguisa. « L'autre série. Puis il y a été doublon. »« Oui, » confirma Hargreaves, « mais je ne sais pas où se trouve le deuxième ensemble. Leclerc ne vous l'a jamais dit? »« Non, mais... » Il hésita, les doigts tremblants. Il a montré quelque chose une fois. Un livre dans le coffre du magasin, relié en cuir rouge. Il l'appelait. Le souvenir qui n'a jamais été écrit, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il a dit que ce n'était pas destiné à être lu, seulement trouvé quand le moment sera venu. Holmes me regarda. « Watson, vous souvenez-vous d'un tel ouvrage dans la boutique? Je n'ai pas remarqué de coffre-fort, ai-je admis. »« Parce que ce n'était pas un livre conventionnel, » répondit Holmes. « Hargreaves, où était-il exactement conservé? »« Dans l'horloge elle-même, » dit-il. « Derrière le carillon, il y a un compartiment caché. On n'y accède que lorsque le pendule sonne minuit précisément, mais seulement si le ressort principal a été débrayé manuellement. Sinon, il se réinitialise. » Holmes ferma les yeux. Magnifique, obsessionnel, tout à fait Leclerc. Il se leva brusquement. « Nous retournons à Vine Street ce soir. » Le compartiment caché les rues était presque déserte lorsque nous arrivâmes à la boutique Leclerc, à la faveur de la nuit. La police avait terminé son interrogatoire depuis longtemps et, sans suspect, avait laissé les lieux sous clé. Lestrade nous avait autorisés à y retourner si Holmes découvrait de nouvelles preuves. Armés des clés et de notre détermination, nous avons pénétré une fois de plus dans le monde faiblement éclairé du silence ambiant. Les horloges nous accueillirent comme avant, chacune fausse, chacune immobile. Mais Holmes se dirigea résolument vers la grande horloge en acajou dans le coin, celle dont les aiguilles avaient tourné à l'envers sous son toucher cette première nuit. « C'est le cœur du problème, » murmura-t-il. Il ouvrit le boîtier avant et découvrit le mécanisme interne. « Voilà, l'échappement est anormalement serré. Hargreaves, venez ici. » Le jeune homme le rejoignit, visiblement secoué. « Montre-moi, » dit Holmes Hargreaves. S'approcha avec précaution et précision. Il tourna le ressort en une série de mouvements délicats, puis, de la main gauche, arrêta le pendule exactement au moment où l'aiguille des minutes atteignait son apogée. Un léger clic retentit. Holmes ouvrit délicatement le panneau arrière. Il s'ouvrit, révélant un creux étroit dans lequel se trouvait un volume en cuir rouge. Il le retira soigneusement et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, il n'y avait aucune page imprimée, seulement des fentes découpées dans la reliure, là où quelque chose avait été autrefois caché. « C'est vide, » dis-je. « Non, » répondit Holmes en tournant la dernière page. Là, à l'encre fine, un seul message était écrit. Pour se souvenir de ce qui n'a jamais existé, il faut d'abord oublier ses croyances. La clé n'est pas l'heure. C'est l'instant. Présent. P. Holmes fixa la page pendant un long moment. « Watson, » dit-il lentement, « quelqu'un a enlevé la clé. »« Quelle clé ? » ?»« Pas un outil. Un instant. Un souvenir. Un fragment de temps. » Il referma le livre d'un coup sec. Pérégrine, ou quelqu'un agissant en son nom est déjà venu ici, et ils ont volé non seulement le secret du moteur, mais aussi son âme. Le retour de l'intrus, nous étions sur le point de partir
lorsque la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant derrière nous. Holmes se tendit. J'attrapai instinctivement mon revolver. Une silhouette entra, grande, vêtue de grise et silencieuse. C'était lui, l'homme en gris. Holmes n'hésita pas. « Ferme la porte, Watson, » dit-il doucement. L'homme n'a rien dit. Puis, lentement, il fouilla dans son manteau et en sortit un petit paquet enveloppé dans du tissu ciré. Il le posa sur le comptoir et se retourna sans un mot. « Arrêtez !» criai-je. Mais Holmes leva la main pour m'arrêter. L'homme disparut dans la brume aussi soudainement qu'il était venu. Holmes a ouvert le tissu. À l'intérieur se trouvait une quatrième montre, noire, sans aiguille, sans marquage, sans tic-tac. Seulement le silence. « Watson, » murmura Holmes, « je crois que nous possédons désormais le deuxième moteur. » Nous sommes retournés à Baker Street avec un fardeau plus lourd que lorsque nous l'avions quitté. 2 locomotives Concordia désormais en possession de Holmes et plus de questions que le tic-tac d'une montre ne pouvait espérer résoudre. Il était presque 3 heures du matin lorsque Holmes rompit enfin le long silence maussade qui avait suivi notre retour. « Watson, » dit-il en plaçant la 4e montre nouvellement acquise à côté des 3 originales sur la table. « Qu'en penses-tu » Les garde-temps formaient une étrange symétrie, l'un en or, l'autre en argent, l'autre noir avec une seule ligne tournante, et le dernier ajout, un disque noir d'une immobilité absolue. Pas de tic-tac, pas de mouvement. Il ne réfléchissait, pas la lumière, mais l'absorbait, tel un trou noir miniature. Une étrange tension s'en dégageait, comme s'il ne s'agissait pas seulement d'un appareil silencieux, mais scène attendant. Je les ai examinés attentivement et j'ai répondu « Ils se ressemblent, mais ce nouveau modèle a quelque chose de différent. Les autres semblent presque vivants. » « Exactement, » dit Holmes. « Les montres originales réagissent. Elles tic-tac, elles résistent à la manipulation, elles laissent communiquer. Celui-ci est inerte. Une contrefaçon, je crois, mais pas au sens traditionnel du terme. Il imite le formulaire, pas le fonction. Alors pourquoi l'homme en gris nous le livrerait-il » Les yeux de Holmes brillèrent. « Parce qu'il veut nous faire croire que nous détenons l'énigme complète. Et pourtant, je soupçonne qu'on nous pousse à la résoudre, son version de l'énigme. Pas celle conçue par Albert et Leclerc. Tu veux dire qu'il tend un piège ?» Holmes hocha la tête. « Un piège, non pas de lieu ou de personne, mais de temps. Et pour y parvenir, nous devons y entrer volontairement. » L'expérience du teaming le lendemain matin, après quelques heures de sommeil agité, Holmes reprit son travail avec cette énergie obsessionnelle que j'avais appris à reconnaître comme le signe avant-coureur d'une percée ou d'un faux pas. Périlleux. Il disposa les 4 montres selon une nouvelle configuration sur un tissu de velours sous un ensemble de diagrammes dessinés, portant des inscriptions semblables à des cartes astrologiques, mais entièrement ancrées dans les mathématiques horlogères. « Je crois que nous avons mal compris la nature du moteur. » Bien déclaré Holmes. « Ce n'est pas simplement une clé ou un mécanisme. Ces inséquenceless montres ne sont pas censées fonctionner ensemble simultanément, mais séquentiellement, chacun activant une phase différente dans le cycle de la serrure, comme les étapes d'un code, ai-je proposé. Exactement. Mais le moteur leur ajoute un danger supplémentaire. Si l'on règle la mauvaise séquence ou si l'on utilise une fausse montre, cela pourrait endommager la serrure, dis-je, ou la personne qui tente de l'ouvrir. Holmes se tourna vers moi, son expression plus vive que je ne l'avais vue depuis des jours. Vous vous souvenez des ecchymoses sur la tempe de Leclerc, son absence de résistance. Je crois maintenant qu'il a tenté d'activer la mauvaise configuration. Le retour d'information du mécanisme a pu déclencher un dysfonctionnement réflexe, voire une protection délibérée. Tu crois que le moteur peut tuer? Je crois que c'est possible échouer. Et pour des esprits aussi tendus que ceux de Albert ou de Leclerc, cet échec serait catastrophique. Une lettre inattendue. Alors que Holmes menait sa délicate expérience, Madame Hudson entra avec un télégramme.
Il la lut à haute voix, sans commentaire. « Tu détiens ce qui ne t'appartient pas. Ramène le disque noir à l'endroit où le temps est né, ou sois témoin de son effondrement. Ce soir, minuit, tu viendras seul. » Encore une fois non signé, murmurai-je, mais on connaît la main qui se cache derrière. Holmes posa le mot d'un air presque ennuyé. « Le lieu où le temps est né », répéta-t-il. « Une référence poétique, sans doute destinée à obscurcir, mais je crois qu'elle ne fait pas référence à un lieu dans l'espace, mais à une finalité. Expliquez. » Holmes tapota le volume en cuir rouge que nous avions récupéré de l'horloge, le souvenir qui n'a jamais été écrit. Ce livre, vide à l'exception d'un seul message, avait pour but de tromper tous ceux qui viendraient, après lui. Mais pourquoi le cacher? Car Leclerc savait que la mémoire, dans le contexte de la machine, était à la fois la clé et le test. Il faut oublier ce que l'on suppose et se souvenir de ce que l'on n'a jamais vécu. J'ai cligné des yeux. C'est un paradoxe. Oui, dit Holmes, et à juste titre. C'est pourquoi nous devons nous rendre au seul endroit de Londres où le paradoxe est intentionnellement préservé. Où est-ce? Holmes esquissa un mince sourire. L'aile horlogère du British Museum. La galerie des heures oubliées. Nous sommes arrivés au musée ce soir-là sous prétexte d'une inspection académique. Holmes avait obtenu une autorisation spéciale d'un conservateur en horlogerie, une vieille connaissance avec qui il avait eu une de ses affaires les plus excentriques, concernant des cadrans solaires babyloniens volés et un cadran d'horloge élisabétain contrefait. Nous avons été accueillis par un veilleur de nuit qui nous a manifestement regardés avec une profonde suspicion, mais n'a pas osé interroger Holmes, après lui avoir présenté la lettre signée du directeur du musée. L'aile horlogère était sombre, mais non silencieuse. Même sans électricité, nombre de ces anciennes montres émettaient de faibles murmures mécaniques, tels des vieillards chuchotant dans leur sommeil. Des vitrines, du sol au plafond, exposaient des horloges complexes de toutes les époques, horloges à eau chinoise, cadrans égyptiens à ombre et monstruosités baroques qui tic-taquaient dans 12 directions à la fois. Holmes ne nous a pas conduits au centre, mais dans un coin oublié de la galerie, où une seule pièce se dressait, dans l'obscurité intacte et non visitée. « Ici, dit-il doucement, c'est ici que je suis né. » C'était une petite vitrine contenant le chronomètre Prima, une montre anglaise expérimentale de 1723. Elle n'avait ni aiguille des minutes, ni marquage sur le cadran, seulement un disque tournant dans une série d'anneaux imbriqués. La plaque comportait « modèle rejeté », fonctionnement jamais expliqué, donne d'une succession anonyme, 1887. C'est identique au disque noir, ai-je soufflé. Holmes hocha la tête, et probablement le premier prototype du moteur. Il retira le faux de son manteau et le plaça à côté du chronométra Prima. L'effet a été immédiat. L'horloge antique se mit à tourner, lentement, puis rapidement. Ses anneaux intérieurs tournaient avec une synchronisation parfaite. L'air devenait plus lourd, comme comprimé, et puis, du coin opposé de la galerie, vint le doux bruit d'un pas de botte. Holmes se retourna sans surprise. L'homme en gris émergea de l'ombre. « Tu l'as bien apporté, » dit-il. Sa voix était calme, mais derrière elle, je percevais une certaine tension, de l'urgence. « Vous avez pris de l'avance sur nous dès le début, » dit Holmes, « parce que c'est vous qui avez conçu le leur. J'ai achevé ce qu'ils avaient commencé, » répondit l'homme en gris. Leclerc a perdu la foi. Alberde a perdu du temps. Mais je me suis souvenu. Holmes l'observa avec une précision chirurgicale. « Tu es Pérégrine. Je suis ce qui reste de lui, » dit l'homme. « Et si vous comprenez le moteur, alors vous savez qu'il ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. » « Et qui définit ces mains ?» demanda Holmes. « Vous ?» Pérégrine s'approcha. « Personne ne possède le temps, monsieur Holmes. Mais certains le peuvent intendant. Le moteur n'a jamais été conçu pour libérer la richesse. Il libère la mémoire. Et la mémoire, une fois remodelée, réécrit le passé. J'avais froid partout. Tu veux dire que ça peut changer. L'histoire,
seulement la perception. Mais la perception est un pouvoir. Convainquez un homme qu'il a toujours été votre ami et il mourra pour vous. Holmes resta silencieux pendant un long moment. Puis, d'un mouvement fluide, il prit le disque noir et le pressa contre le chronométra Prima. Peregrine s'élança en avant, mais Holmes avait déjà retiré le disque, coupant la connexion. La vieille montre ralentit et s'arrêta. « Je comprends maintenant, » dit Holmes. « Le moteur n'est pas un appareil, c'est une décision. » Il se tourna vers Peregrine. « Et je décide que ça s'arrête ce soir. L'évasion de minuit avant que l'homme en gris puisse réagir. » Holmes m'a lancé le disque noir. « Cours, Watson !» Je me suis précipité vers l'entrée tandis que des cris résonnèrent derrière moi. Je ne me suis arrêté qu'après avoir atteint les gardes, claquant la porte et appelant à l'aide. Au moment où ils arrivèrent, Peregrine était parti. Holmes réapparut un instant plus tard, meurtri, mais intact. Il tenait à la main le chronomètre, Prima original redevenu inerte. « Le piège est tendu, a-t-il dit, mais nous détenons toujours la clé. » L'aube était presque levée lorsque nous sommes retournés à Baker Street. Les rues de Londres étaient baignées d'une faible lumière grise qui semblait suspendre la ville dans un moment de calme indécision. Ni nuit ni matin, le monde était suspendu dans une pause interminable, comme réticent à avancer. À l'intérieur, Holmes retira son manteau avec une lassitude inhabituelle et posa la chronométra Prima inerte sur la table, à côté des autres, montres désormais soigneusement rangées. Leur tic-tac, ou dans le cas du disque noir leur silence absolu, semblait emplir la pièce d'une pesanteur silencieuse. Je versai 2 tasses de café, noir et fumant, et en tendis une à Holmes. Il la prit d'un hochement de tête, mais ne but pas. « Peregrine ne s'arrêtera pas, » dis-je après une longue pause. « Il t'a laissé t'échapper parce qu'il recherchait pour que vous compreniez de quoi il est capable. »« En effet, » répondit doucement Holmes, « cette rencontre n'a pas été un échec, c'était une message. Et un test. Je sirotais mon café en regardant mon ami fixer les appareils. Tu as dit que le moteur était une décision. Oui, dit-il à voix basse, une question morale, une question philosophique, peut-être même spirituelle. Il tourna son regard vers moi. Watson, imagine que tu puisses convaincre quelqu'un d'un passé fictif, un homme qui croit avoir eu un père aimant alors qu'en réalité, il a été abandonné. Ou un soldat qui croit s'être rendu honorablement, alors qu'en réalité, il a trahi son régiment. Si le mensonge devient souvenir, que devient la vérité? Cela n'a plus d'importance, répondis-je d'un ton sombre. Précisément, c'est là le pouvoir du moteur, non pas altérer le temps, mais le fracturer, modifier et une fois. Fracturé, le temps devient souple, subjectif. Il tapota le chronométra Prima du bout du doigt. Peregrine ne court plus après une machine. Il construit une nouvelle forme d'histoire, une histoire qui obéit à sa logique. Il croit corriger quelque chose de perdu, quelque chose de personnel. Quelque chose de douloureux, ai-je proposé. Holmes esquissa un léger sourire. « Ah, maintenant vous réfléchissez comme un détective. » Les papiers de Dunmer plus tard dans la matinée, Londres étant désormais bien réveillée et Holmes nouvellement revigoré, nous avons tourné notre attention vers le contenu du coffre de Dunmer, le paquet de papiers, de lettres et de diagrammes sauvé de l'alcôve en briques sous le domaine. Disposés sur le sol, ils formaient une tapisserie de correspondance remontant à près de 2 décennies, des croquis techniques, des notes personnelles, des formules cryptées et surtout une série de lettres de plus en plus tendues, échangées entre Albert, le clerc et un tiers connu uniquement par l'initiale P, pèlerin. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le changement de ton. Les premières lettres étaient collaboratives, voire affectueuses. Mais avec le temps, le ton de Peregrine s'est assombri. Accusateur obsessionnel. Tu as perdu foi en la mission, Gaspard. Mais tu oublies, nous avons construit tout ça ensemble. Chaque rouage, chaque séquence, tu ne peux pas défaire le temps. Tu peux seulement le cacher. Holmes le lut à haute voix et le plia soigneusement. C'était plus qu'une invention, c'était divergence idéologique.
Albert et Leclerc craignaient ce qu'ils avaient fait. Peregrine, non. Il a tracé une ligne sur une feuille de papier et a commencé à annoter une chronologie. Au milieu des années 1890, ils se séparèrent. Albert prit sa retraite. Leclerc disparut dans l'ombre et Peregrine poursuivit son activité en secret. Mais qu'est-ce qui changea? J'ai montré une lettre datée de 1894. Je t'avais prévenu, P. Utiliser le moteur sur toi-même était imprudent. Ce dont tu te souviens maintenant n'est peut-être pas vrai. Les effets secondaires sont irréversibles. Tu as ouvert un piège qui ne se refermera pas. Holmes haussa les sourcils. Peregrine a donc utilisé le moteur sur lui-même. Ça explique beaucoup. Tel que son sens fragmenté de l'identité, sa théâtralité, son détachement. Il ne se contente pas d'inventer la perception. Il est perdant. Holmes se leva et arpenta la pièce. Il essaie de réécrire son propre passé, de devenir celui qu'il était autrefois, ou celui qu'il croit devoir être. Expiation? Peut-être? Ou la vengeance, ou les deux. Il se retourna brusquement. Il y a quelqu'un que nous avons oublié, Watson. Quelqu'un qui connaissait les trois hommes, mais qui est resté dans l'ombre. OMS? Holmes prit une lettre portant une adresse de retour dans le Devon. Mademoiselle Evelyn Rowntree, la bailleuse de fonds de l'atelier Albert de Leclerc. Son nom n'apparaît nulle part dans la correspondance ultérieure, ce qui suggère deux hypothèses. Elle s'est retirée prématurément ou a été supprimée. Tu penses qu'elle pourrait savoir ce qu'est devenu Peregrine? Je pense qu'elle est peut-être la dernière personne en vie qui se souvient de l'homme qu'il était avant de devenir ce qu'il est maintenant. La femme qui se souvenait. Nous sommes arrivés dans le Devon par train 2 jours plus tard, après avoir télégraphié à l'avance pour demander une audience privée. Le domaine de Rowntree était modeste, mais bien entretenu, niché dans un village tranquille où les haies étaient taillées avec une précision militaire et où l'air embaumait un léger parfum de bruyère lavée par la pluie. Mademoiselle Evelyn, Rowntree nous a accueillis dans le salon, une grande femme d'une 60aine d'années, à la posture droite et au regard perçant, avec des cheveux argentés épinglés d'une manière qui parlait de discipline plutôt que de mode. « Vous êtes venu à propos de la locomotive », dit-elle avant que Holmes n'ait prononcé un mot. Nous avons échangé des regards. Je savais que ça referait surface, poursuivit-elle. Albert était un génie, mais hanté. Gaspard était prudent, mais Peregrine, il était brillant et déséquilibré. Holmes se pencha en avant. Qui était-il, vraiment? Elle soupira. Il s'appelait Edwin Peregrine Langham, fils d'un diplomate, éduqué à Cambridge, obsédé par la cognition mécanique, des machines capables pens, comme il le disait. Mais il ne se contentait pas de la pensée. Il voulait des machines capables et sentir. Cela pourrait, souviens-toi. Et donc il a aidé à construire le moteur. Oui, mais il n'a jamais été question de déverrouiller des coffres ou des mécanismes. Il était question du temps, de son temps. Il a fait une dépression nerveuse en 1889. Il croyait que son frère était mort à cause d'une décision qu'il avait prise. Il était obsédé par l'idée de changer ce moment. Vous utilisez le moteur? En utilisant ce, dit-elle, amèrement. Il a utilisé le moteur pour ancrer un faux souvenir, celui où il avait averti son frère, mais le résultat fut une fragmentation. Il ne se souvenait plus quelle version de lui-même était réelle. Holmes resta silencieux un moment. Et maintenant, dit-il doucement, il cherche à reconstruire le moteur, peut-être à tout réécrire, ou à terminer ce qu'il a commencé. Mademoiselle Rowntree se leva lentement et se dirigea vers un petit meuble. Elle en sortit une petite boîte et l'attendit à Holmes. « Il m'a laissé ça, dit-elle. Il m'a dit que si jamais il essayait de terminer le travail, quelqu'un viendrait le voir. » Holmes a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une clé, mais pas à une porte. C'était la clé de remontage d'une montre. « Ceci complète l'ensemble, » a déclaré Holmes. « Alors je vous prie de choisir ce qu'ils n'ont pas pu faire. » dit mademoiselle Rowntree, « y mettre fin. » L'alignement final ce soir-là, de retour à Londres, Holmes disposa la clé, les montres
et le dernier jeu de billets dans une nouvelle configuration qui reflétait une séquence complète. Le piège, entre les secondes, murmura-t-il, n'a jamais été mécanique. Il était mémoire humaine, l'espace où réalité et fiction se confondent. C'est là que vit Peregrine. Et c'est là, Watson, que nous devons aller pour l'affronter. Où? La voix de Holmes était basse et ferme. Vers le lieu qu'il a construit comme sanctuaire. Une salle de fausse chronologie, et la dernière pièce est déjà là. Je l'ai regardé fixement. Tu veux dire? Oui, dit-il. Nous revenons à Maison Dunmer. C'était une matinée amère lorsque nous sommes repartis pour Dunmer. House, les nuages étaient bas, tel un plafond alourdi par des conséquences imprévues. Le paysage semblait étrangement inchangé depuis notre dernière visite, comme si nous retournions non seulement à un endroit, mais à un instant préservé, figé dans le temps, épargné par le passage des jours. Holmes resta assis, figé et pensif tout au long du voyage. Dans la poche de son manteau reposait le jeu complet de montres, auquel s'ajoutait la clé de remontage que nous avions reçue de mademoiselle Evelyn Rowntree. Les 4 montres, 3 authentiques et une fausse, étaient nichées dans une enveloppe, protectrice de velours, leurs délicats mouvements étant synchronisés sous la surveillance attentive de Holmes. « Je crois que c'est ça, Watson, » dit-il enfin sans se détourner de la fenêtre. « Le tournant final de la spirale, là où le passé rencontre le faux passé, là où Peregrine attend non pas la vengeance, mais la résolution. Croyez-vous vraiment qu'il se considère encore comme une victime ?» ai-je demandé. Holmes esquissa un léger sourire, presque plein de pitié. « Je crois qu'il se voit comme une correction. Dans son esprit brisé, il n'est plus Edwin Langham. Il est le souvenir de l'homme qu'il espérait devenir. Nous sommes restés silencieux après cela, le rythme régulier des roues du chariot étant le seul son. Retour au paradoxe Dunmer House était tel que nous l'avions laissé, solitaire, abandonné et enveloppé d'un silence qui semblait plus imposé que naturel. Un voile de brouillard enveloppait les avant-toits, telle la fumée de vieux secrets refusant de se dissiper. Nous n'avons pas frappé. Holmes ouvrit la marche par la grande porte d'entrée et pénétra dans le couloir, sombre, passant devant des cadres vides et des appliques ternies. Une épaisse couche de poussière recouvrait le sol, mais l'air avait changé. Une odeur se dégageait sous la moisissure et la décomposition, quelque chose de chaud, de métallique. Huile. Nous descendîmes à la cave en silence. Holmes portait le paquet de velours, bercé comme on porte un pistolet chargé ou une relique sacrée. Je le suivis, revolver dans la poche de mon manteau, le cœur battant. Non pas de peur, mais sous le poids de la finalité. L'alcôve, où nous avions découvert la boîte et les lettres, comportait désormais un nouvel ajout, une étroite table en bois fraîchement assemblée. Sur elle reposait un appareil de la taille d'un registre, en laiton poli et encastré dans du verre. Des bobines de filaments de cuivre tournoyaient sous sa surface, telles des veines d'éclairs attendant d'être éveillées. En son centre, 4 prises attendaient, chacune parfaitement conçue pour accueillir une montre. Peregrine avait reconstruit le moteur Concordia. « Il est déjà venu ici, » murmurai-je. « Il n'est jamais parti, » murmura Holmes. Comme si elle avait été appelée, la voix est venue, non pas de derrière nous, mais d'en haut, résonnant dans la cage d'escalier. « Tu as apporté le dernier morceau. » Holmes tourna la tête, sans crainte. « Et vous ?» avait mené le projet à son terme. L'homme en gris descendit d'un pas lent et posé. Sa présence semblait désormais plus petite, n'étant plus mythique ni monstrueuse. Il marchait, épuisé, les yeux injectés de sang, l'expression tirée, mais l'esprit toujours brûlant d'une étrange clarté. « Je n'ai jamais voulu être le dernier, » a-t-il dit, « mais je le suis. » Il entra dans la faible lueur d'une lampe à huile à proximité, révélant un visage à la fois plus vieux et plus jeune que ce à quoi je m'attendais, marqué par le chagrin, mais étrangement sans âge, là où la certitude avait brûlé le doute. Holmes fit un geste vers la machine. « Vous l'avez terminé, et maintenant ?» Le regard de Peregrine se posa sur l'appareil. « Le moteur n'est pas un outil.
C'est une épreuve. On place les montres, on remonte la clé et la suite n'est pas sous notre contrôle. L'esprit qui commence le processus doit être celui qui le termine. Holmes réfléchit à cela. Alors, ce n'est pas le temps physique que vous modifiez. Non, dit Peregrine, mais une séquence mentale. La mémoire n'est pas linéaire. Elle se courbe, s'effondre, se replie. Le moteur le sait. Il utilise les moments que vous souhaitez changer, ceux que vous regrettez, comme des leviers. Si vous survivez, vous émergez avec un nouvel alignement. Sinon, tu t'es fracturé, dit doucement Holmes. Peregrine hocha la tête. Comme moi. La décision Holmes s'avança suffisamment près pour inspecter le cœur du moteur. Il ouvrit la pochette en velours et plaça chaque montre dans son support. Le laiton luisait faiblement, comme s'il absorbait leur essence. Lorsque la dernière s'enclencha, les bobines pulsèrent et le verre se recouvrit de buée. « Tu as l'intention de terminer la séquence » demanda Peregrine. « Non, » répondit Holmes. « J'ai l'intention de le démanteler. » La voix de Peregrine s'éleva. « Vous ne pouvez pas. La machine est incomplète sans la clé. » Holmes fouilla dans son manteau et en sortit la clé de remontage. L'espace. D'un instant, les yeux de Peregrine brillèrent d'une lueur proche de l'espoir. « Alors donne-le-moi. » Holmes tourna pensivement la clé dans sa main. « Vous avez passé des décennies à essayer d'effacer un seul regret. Mais qu'en est-il des autres souvenirs qu'il a corrompus? Des amitiés perdues, des esprits déformés ?» La main de Peregrine tremblait. « Je peux tout réparer. Un dernier réétalonnage. » La voix de Holmes s'aiguisa. « Non, tu réessaieras. Et encore. Et à chaque fois, tu oublieras un peu plus qui tu étais. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une machine essayant de se prendre pour un homme. » Les deux hommes se regardèrent à travers le moteur. Holmes dit alors, « Vous avez construit ceci ?» Pour échapper au passé. Je la porte ici maintenant pour accepter il. Et avec cela, il a placé la clé dans l'appareil. Mais plutôt que de le remonter, il le tournait de marche arrière, contre la séquence prévue. Le moteur a démarré une fois, puis une autre fois. Le verre s'est fissuré, et les bobines de laiton implosèrent avec un bruit semblable à un halètement. L'effondrement, un souffle d'air violent s'échappa de l'appareil, suivi d'un silence. Les lumières s'éteignirent. Les montres tournèrent à l'envers dans leurs supports et s'immobilisèrent. Le moteur était mort. Peregrine tituba, agrippé à la table. « Tu l'as inversé. »« Je l'ai fait, » répondit Holmes, « parce que certains souvenirs ne sont pas faits pour être réécrits, seulement affrontés. » Peregrine tomba à genoux. Il ne pleura pas, il ne ragea pas. Il resta simplement assis, comme s'il attendait quelque chose qui n'arriverait jamais. Holmes s'agenouilla à côté de lui. « Tu es toujours un homme, Langham, » dit-il doucement. « Pas un dieu, pas un mythe, mais un homme, et on peut pardonner. Aux hommes. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était complet, avec des échos de ce qui aurait pu être. Le retour des montres, nous avons quitté Dunmere House juste au moment où le brouillard commençait à se lever, et avec lui, le poids du paradoxe. Les montres, bien qu'inertes désormais, ont été restituées au musée sous la protection de la couronne. Le disque noir, le leur, a été démonté sous la supervision de Holmes et dispersé en plusieurs parties afin de garantir qu'il ne soit plus jamais assemblé. L'inspecteur Lestrade, lorsqu'il fut informé de l'affaire, fut déconcerté mais se contenta de laisser cela rester une affaire privée de préservation nationale. Grâce à la gestion stratégique de la presse par Holmes. Julian Hargreaves, pour sa part, est revenu à l'art de l'horlogerie, discrètement et respectueusement, sa foi restaurée dans le tic-tac des horloges ordinaires. Et Peregrine, il a été placé dans un sanatorium privé du Nord. Je lui ai rendu visite une fois, quelques mois plus tard. Il ne parlait pas. Mais quand il me regardait, il y avait quelque chose dans son regard. Ni peur, ni confusion. Mais la paix épilogue. Une conclusion tranquille peu de temps après. Un soir pluvieux, je retrouvai Holmes dans son fauteuil habituel. Une pipe à la main, un violon appuyé près du foyer. Je lui ai demandé s'il regrettait d'avoir détruit le moteur.
Il m'a regardé avec une certitude tranquille. « Non, Watson, nous n'étions pas censés nous voir mettre temps, seulement pour en tirer des leçons. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et n'oubliez pas, mon ami, le piège le plus dangereux ne se joue ni en secondes, ni en heures, ni en siècles. C'est celui que l'on construit quand on cesse d'avancer. » Et sur ce, il prit son violon et joua un air qui, pour une fois, ne ressemblait ni à de la déduction, ni à de la tension, ni à du danger, mais quelque chose qui ressemble beaucoup à la grâce. Plusieurs semaines s'écoulèrent dans un calme relatif après la résolution de Dunmere House. Le brouillard londonien retrouva sa densité ordinaire et banale. La ville, vaste et indifférente, reprit ses habitudes, ignorant l'étrange expérience mémorielle et mécanique qui avait presque réécrit son propre passé. Holmes, de son côté, s'était réfugié dans une curieuse forme d'agitation. Ni l'énergie frénétique d'une affaire en cours, ni la mélancolie sombre qui le submergeait parfois lors des longues pauses entre deux engagements. C'était différent, réfléchi peut-être, ou contenu. Je l'ai trouvé un matin à son bureau, étudiant la pochette de velours vide où les montres avaient autrefois reposé. Il ne tenait ni loupe ni outil, juste le tissu qu'il tournait lentement entre ses longs doigts. « Tu penses à Pérégrine » demandai-je. « Non, répondit-il. Je pense à quel point nous avons failli le rejoindre. » Il posa délicatement la pochette. « Watson, as-tu déjà réfléchi à ce qu'est vraiment la mémoire ? Ce n'est pas seulement une archive d'expérience, mais une carte de l'identité, fragile, changeante, essentielle. Pérégrine a perdu le sien, dis-je. Holmes m'a regardé. Non, Pérégrine remplaçait Zienne, et ce faisant, il a cessé d'être l'homme qu'il était autrefois. C'était là sa tragédie. Non pas la folie, mais une réinvention sans fondement. Vous en parlez avec pitié, observai-je. Je le comprends, répondit Holmes, parce que je comprends la tentation. Modifier son passé, en corriger les défauts, en atténuer les échecs. Mais qui parmi nous resterait le même? Je n'ai pas répondu. La question persistait, poignante et inconfortablement personnelle. Une enveloppe sans timbre cet après-midi-là, alors que je triais ma correspondance, principalement des factures et des invitations auxquelles Holmes n'avait jamais répondu, je suis tombé sur une enveloppe, glissée sous les autres. Il n'y avait ni timbre ni adresse. Une seule ligne griffonnée en cuivre immaculé, à ouvrir lorsque le moteur est en veille. J'ai appelé Holmes et nous l'avons examiné ensemble à la lumière du gaz. L'écriture, murmurai-je, ce n'est pas celle de Leclerc. Non, répondit Holmes, ni celui d'Alberd. C'est Pérégrine lui-même qui l'a écrit. Il ouvrit l'enveloppe avec un scalpel. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de vélin. À l'encre légèrement effacée étaient inscrits ces mots. « Sherlock Holmes, vous lisez ceci parce que vous avez réussi. C'est là tout le paradoxe. Je dois vous écrire depuis le passé que j'ai cherché à effacer, sachant qu'un jour vous m'en empêcheriez. Ne me plaignez pas. Je n'ai jamais été entier. Le moteur ne m'a pas brisé, il a révélé que j'avais toujours été brisé. Je vous laisse un cadeau, un souvenir intact, ma première création. Pas d'horloge, de choix. Brûlez-le ou construisez-le. Quoi qu'il en soit, souvenez-vous de moi comme d'un homme qui a essayé de tenir le temps entre ses mains et qui a été humilié par son refus de se l'approprier. E.P. Langham, pèlerin. Sous la lettre se trouvait un plan plié, beaucoup plus petit et plus délicat que les autres que nous avions vus. Il n'était ni étiqueté, ni dimensionné, ni annoté. Un appareil sans pièce mobile. Seulement une surface réfléchissante et 3 symboles gravés dans des directions opposées. Holmes l'étudia longuement. Puis, sans un mot, il le jeta au feu. Les flammes consumèrent lentement le papier, le réduisant en cendres. La surface réfléchissante se fissura, puis se désintégra en cendres incandescentes. « Tu l'as détruit, dis-je doucement. »« Non, » répondit Holmes en regardant les braises. Je complétai comme il devait en être ainsi. Un souvenir à ne pas conserver, à laisser partir. Une visite au sanatorium la semaine suivante,
je me suis rendu au sanatorium où Peregrine avait été placé. Holmes a refusé de m'accompagner, mais m'a demandé de prendre note de toute évolution de son état. J'ai trouvé Peregrine assis dans une pièce ensoleillée, entouré de livres qu'il ne lisait pas et d'une horloge qu'il n'avait jamais remontée. Il paraissait plus mince, plus calme. Son manteau gris avait disparu, remplacé par un uniforme neutre qui ne portait aucun signe de son ancien moi. « Docteur Watson, » dit-il sans surprise, « êtes-vous venu me demander si je me souviens ?» Je me suis assis en face de lui. « Et toi ?» Il regarda par la fenêtre. « Je me souviens de morceaux, » dit-il. « Des fragments. L'aboiement d'un chien dans une ruelle. Le sifflet d'un train qui m'effrayait enfant. L'odeur d'huile sur les mains de mon père. Aucun d'eux n'était utile. Tout était à moi. C'est plus que ce que certains hommes ont, dis-je doucement. Peregrine sourit faiblement. Et Holmes, il a détruit le dernier modèle, lui ai-je dit. Je m'en doutais, répondit-il. Il n'a pas peur d'oublier, c'est sa force. Il se tourna alors vers moi et dans son regard je ne lus aucune amertume, seulement de la lassitude, et peut-être une pointe de gratitude. Dis-lui, dit-il, je me souviens lui, l'héritier. De l'horlogère à mon retour, j'ai trouvé Holmes déjà engagé dans une nouvelle activité. Correspondre avec Julian Hargreaves. Saviez-vous, dit-il sans lever les yeux, que Hargreaves a ouvert un nouvel atelier à Knightsbridge? Non, je n'en avais pas entendu parler. Appelle ça 3 mains et un murmure, un titre curieux. Mais je l'aime bien. J'ai souri. A-t-il l'intention de poursuivre l'œuvre de Leclerc? Il a l'intention de restaurer des horloges. Rien de plus. Il veut écouter le temps, pas le réécrire. Holmes leva enfin les yeux. Un homme sage en devenir. Nous sommes restés un moment dans un silence convivial. Le tic-tac de l'horloge de la cheminée de Baker Street étant maintenant plus clair, plus net, comme si nos oreilles, habituées aux événements récents, entendaient davantage son rythme qu'auparavant. Un adieu au temps ce soir-là, tandis que le feu crépitait et que Holmes fumait dans un repos pensif, j'ai consigné l'affaire dans mon journal, non pas sous son nom d'origine, mais sous celui que Holmes lui-même lui avait donné en privé, le paradoxe de la mémoire. Je lui ai demandé, comme je le faisais si souvent après la conclusion d'une affaire, ce que tout cela signifiait selon lui. Il a répondu sans hésitation. Le temps, Watson, n'est pas un ennemi, ni un serviteur. C'est un miroir. Il nous montre qui nous sommes et non qui nous sommes. Souhait nous l'étions. Le danger n'apparaît que lorsque nous prenons notre reflet pour la vérité. Et si nous n'aimons pas ce que nous voyons? Holmes tira pensivement sur sa pipe. Alors on apprend, ou on change, mais on jamais oublié. Car oublier, mon cher ami, est le seul véritable paradoxe. C'était une matinée de printemps tranquille à Baker Street, et pour une fois, rien d'inhabituel ne flottait dans l'air. Pas de pas agités, pas de télégramme d'une brièveté inquiétante, pas de clients inquiets sur le seuil. Au contraire, la lumière du soleil se déversait sur le tapis perçant en longues traînées dorées, comme si l'appartement lui-même avait soupiré de soulagement. Holmes était assis près de la fenêtre, étrangement immobile. Le grand détective, le fléau londonien des entreprises criminelles, l'homme qui avait démantelé des réseaux entiers de conspiration d'un simple regard et d'une corde de violon, ne semblait ni ennuyé ni agité. Il avait l'air en paix. Je terminais mes notes sur l'affaire que nous avions convenu de ne jamais publier intégralement. Car si le monde pouvait gagner à comprendre ce qui s'était passé avec le moteur Concordia, il valait mieux laisser certaines vérités dans l'ombre, non par lâcheté, mais par sagesse. Toutes les découvertes ne sont pas faites pour être partagées. Holmes avait pris cette décision, et comme toujours, je lui avais fait confiance. « Tu sais, Watson, » dit-il enfin, rompant le silence, « j'ai cru autrefois que la logique était la forteresse ultime, que derrière chaque crime, chaque action, se trouvait une chaîne de raison, irréfutable, froide et précise. Tu n'y crois plus ? J'y crois encore,
dit-il. Mais je reconnais maintenant ce qui entoure cette chaîne. Il s'est tourné vers moi, une rare ouverture d'esprit dans son visage. Émotion, souvenir, les mensonges que nous embrassons pour dormir, les regrets que nous cachons dans nos montres à gousset et nos carnets. J'ai souri. Tu deviens de plus en plus sentimental avec la maturité. Je deviens plus précis, répondit Holmes. Il y a une différence. La lettre du musée plus tard dans la matinée, on frappa à la porte. Madame Hudson apporta une enveloppe scellée portant le cachet royal du British Museum. Holmes l'ouvrit, parcourut le contenu et me le passa silencieusement. À Monsieur Sherlock Holmes, nous tenons à vous informer que les pièces démontées du moteur Concordia, ainsi que le chronométra prima original, ont été conservées sous la protection des archives royales et ne seront mis à la disposition d'aucun chercheur ou institution privée sans contrôle parlementaire direct. De plus, l'aile horlogère accueillera désormais une exposition discrète faisant référence aux Langham Designs, terme choisi pour rendre hommage à l'inventeur anonyme sans en préciser l'origine directe. Votre contribution à la préservation de cet historique est appréciée, mais il ne sera pas rendu public. Archiviste G. Cavendish, British Museum Holmes ne fit aucun commentaire, mais je vis une lueur de satisfaction dans ses yeux. Pas de fierté, simplement la certitude que la chaîne avait été coupée là où elle aurait dû l'être. C'est la chose la plus proche que vous obtiendrez comme remerciements officiels, ai-je dit. Qu'il en soit ainsi, répondit Holmes. L'histoire n'a jamais été particulièrement généreuse envers ses propres chirurgiens. Une promenade à travers Knightsbridge. Quelques jours plus tard, nous avons accepté l'invitation de Julian Hargreaves à visiter son nouvel atelier. La journée était douce, l'air embaumait les jonquilles et la fumée de charbon, et Holmes marchait de sa longue foulée mesurée, une démarche déterminée, calme mais inébranlable. 3 mains et un murmure l'établissement étaient situés dans un modeste bâtiment niché entre une boutique de tailleur et un bureau de tabac, dont l'enseigne en laiton brillait de fraîcheur sous le soleil de l'après-midi. À l'intérieur, l'air résonnait du tic-tac régulier et rassurant des horloges. Non pas la précision de la perfection, mais la musique du travail et de l'artisanat. Hargreaves nous accueillit avec un large sourire. Il était visiblement plus serein, plus posé. Les ombres des événements récents n'avaient pas disparu, mais elles avaient perdu leur mordant. Je me suis concentré sur les restaurations, nous a-t-il expliqué en nous guidant à travers les établis. Les clients apportent des horloges arrêtées depuis longtemps, et je les aide à les réécouter. Holmes hocha la tête en signe d'approbation. Une quête admirable. Faire parler à nouveau ce qui était silencieux, sans réécrire son passé. Hargreaves hésita, puis nous conduisit vers une petite vitrine près de l'arrière du magasin. L'intérieur se trouvait une seule montre, modeste, sans ornement, son laiton terni par le temps, son cadran réparé mais présentant une fine fissure due à une chute ancienne. Une petite plaque en dessous indiquait « Gaspard Leclerc, 1878, jamais à vendre ». « Je l'ai trouvé dans un tiroir, » dit Hargreaves. « Je l'ai nettoyé, restauré, mais j'ai laissé la fissure. Il a dit un jour que toute horloge devrait avoir un défaut, sinon elle oublie qu'elle a été fabriquée de main d'homme. » Holmes observa la montre un long moment. Puis il se tourna vers Hargreaves et dit « Vous avez construit quelque chose de bien ici. Gardez-la. »« Je le ferai, » promit le jeune homme. Retour au 221B cette nuit-là, de retour à Baker Street, Holmes alluma sa pipe d'un air pensif. « Tu sais, Watson, je pense souvent que notre travail consiste à retrouver la vérité, à la faire surgir des décombres. Mais cette fois, nous avons enterré quelque chose. Le moteur? Oui. Mais plus que cela, nous avons enterré la tentation, le désir de réécrire l'immuable. Et ce faisant, nous avons peut-être sauvé plus qu'un homme. Nous avons sauvé le continuité de choses. Il expira un long panache de fumée. J'ai passé ma vie à rechercher la clarté. Et pourtant, je me trouve étrangement satisfait de l'ambiguïté. C'est ça la croissance, Holmes, dis-je doucement. Non, dit-il avec un sourire narquois. C'est toi, Watson.
Une dernière réflexion dans les jours qui ont suivi, j'ai complété mon récit personnel de l'affaire, non pas pour publication, ni même pour la postérité, uniquement pour me souvenir, avec mes propres mots, de l'étrange voyage que nous avions entrepris, non pas dans les rues de Londres, mais à travers Cestan. Alors que j'écrivais les dernières lignes, j'entendis le son familier du violon de Holmes dans la pièce voisine. La mélodie était une de mes inconnues, délicate, incertaine dans sa cadence et pourtant chaleureuse. Ce n'était ni une déduction transformée en son, ni un chagrin, ni un triomphe. C'était une mélodie, à propos de suite, à propos du choix de laisser ce qui est être. Je pose mon stylo, j'ai fermé le journal, et laisse la musique me porter en avant. Post-scriptum, la montre à la fenêtre des années plus tard, longtemps après que Holmes se soit retiré dans les Sussex Downs. Je suis repassé par Knightsbridge, trois mains, et un murmure, j'étais toujours là. Un nouvel apprenti travaillait désormais à l'accueil, et Julian, plus âgé et un peu plus voûté, m'a immédiatement reconnu. Il m'a conduit une fois de plus à la vitrine à l'arrière. La montre de Leclerc fonctionnait toujours fissurée, toujours, en train de battre le rythme. Et j'ai alors réalisé que tant que ça faisait tic-tac, une partie de ce mystère oublié murmurait encore, non pas pour changer le temps, mais pour honneur il écoutait, pas à retenir et à continuer.